Bonjour, chers étudiantes et étudiants, Motivation et Émotion, PSF 342. Nous sommes encore dans la motivation prosociale et plus spécifiquement, nous parlons d'altruisme. En fait, parce que c'est vrai, je me souviens, j'avais dû couper la présentation précédente parce qu'elle était trop longue. Donc, on a vu dans la présentation précédente toutes sortes de raisons pour lesquelles on voudrait faire des très bons comportements pour les autres, être très gentil, aider les autres, mais pour des raisons égoïstes. Et j'essayais de vous faire comprendre que ça ne devrait pas être perçu comme péjoratif, parce qu'il y a du très beau qui peut sortir d'une motivation centrée sur soi. OK? Et philosophiquement même, qu'on va voir, on peut même se demander si c'est possible de faire une action qui n'a pas, d'une certaine manière, un certain lien avec soi-même. T'sais? Est-ce que c'est possible de sortir de cet égoïsme-là? Et encore une fois, chaque fois que je le dis, j'ai l'impression que je dois vous dire, voyez pas égoïste comme mauvais. Okay? Voyez-le comme centré sur soi. Okay? Mais l'affaire, c'est de comprendre que le type d'espèce que nous sommes, Homo sapiens, les êtres humains, lorsqu'on se définit soi-même, lorsqu'on regarde comment une personne se définit elle-même, elle a souvent tendance à se définir par rapport aux autres dans un groupe. Donc même dans notre définition profonde, unique de nous-mêmes en tant qu'individu unique, on se définit comme en relation avec les autres. Donc, les autres et notre relation sociale avec nos relations, notre système de relations fait littéralement partie de notre définition de nous en tant qu'individu. Donc, quand je vous dis aider pour des raisons égoïstes ou centrées sur soi, comprenez que ce soi-là, il est défini par des relations sociales. Donc, même faire des choses égoïstes pour soi peut grandement profiter aux relations alentour de nous. C'est ça l'idée. Parce qu'on est comme... On fait partie d'un réseau. Il n'y a personne qui est vraiment unique, là, individu. Là, tu sais. Mais là, donc, on parle ici d'altruisme. Donc, et d'un point de vue psychologique, les motivations à aider les autres pour des raisons égoïstes centrées sur soi sont relativement faciles à comprendre, mais l'altruisme, c'est définitivement la motivation prosociale la plus intéressante. Okay? Parce qu'elle est bizarre. C'est l'argument, c'est la proposition qu'il existe des gens qu'il existe des gens ou qu'il y a des gens qui, à un moment dans leur vie, vont causer un geste pour le bénéfice des autres et eux autres n'en retirer aucun bénéfice, s'attendent à aucun bénéfice et même ils vont se mettre eux-mêmes dans le danger et potentiellement même perdre leur vie ou souffrir grandement pour aider les autres et retirer absolument rien, ne s'attendre à absolument rien en retour. C'est des très bonnes personnes. Évidemment, c'est ce qu'on appelle souvent, on va utiliser un langage religieux pour on dire ce sont des saints, ce sont des anges, ce sont... je vais juste fermer mon micro ici. Pas mon micro, mon son. On va dire ce sont des personnes... des altruistes, dans le fond, tu sais. Et on va parler de grands personnages comme le Dalai Lama ou la Mère Teresa ou d'autres personnages. Bon, mais avant de trop s'exciter là-dedans et dire « Wow, incroyable », on doit se demander « C'est-tu vraiment possible, ça? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont motivés à aider les autres et ne s'attendent à absolument rien, s'attendent même pas à se sentir bien, par exemple, tu sais, ou pas du tout. Et il faut faire la distinction ici, là. Je veux dire, peut-être que dans leur perception des choses, ils s'attendent à rien, mais si on revient plus tard, puis on réanalyse les choses, ou qu'on leur pose des questions plus profondes, est-ce possible qu'il y a des gens qui vraiment, même si on leur pose des questions, si on va vraiment profond, on s'attendrait que c'est nullement motivé pour une raison centrée sur soi, comme purement altruiste? Je ne sais pas. Ça reste une question ouverte. Okay? Est-ce possible d'avoir comme but ultime d'aider autrui en l'absence de toute forme de bénéfice personnel?
OK? Parce qu'on dit souvent ça, par exemple, si on prend l'argument de la mère Teresa, là, puis si vous ne la connaissez pas, allez voir sur l'Internet qui c'est. Ou le Dalai Lama, par exemple. Oui, on doit dire que cette personne-là est purement altruiste. Mais on dirait, oui, mais la mère Teresa, là, est-ce qu'elle se sent bien d'aider les autres? Ben oui, ça se sent bien. OK, donc elle obtient quand même quelque chose. Ouais, OK. Si elle se sentait vraiment mal, là, si à chaque fois qu'elle aidait les autres, là, ben soit elle ressentait rien, complètement neutre, absolument rien, ou bien elle se sentait vraiment mal, genre malade à aider les autres, est-ce qu'elle aiderait les autres? Je pense qu'on seriez, vous seriez, ça serait normal que beaucoup de vous dites, non, moi je pense pas qu'elle aiderait, je pense que elle aide, au bout d'un moment, elle aiderait plus si à chaque fois qu'elle aidait, elle ressentait absolument rien. Ben, on peut même se poser la question philosophique, comment tu sais si tu as aidé quelqu'un si tu ne ressens absolument rien en l'aidant? Peut-être que savoir qu'on a aidé quelqu'un, c'est avoir le boost d'humeur pour nous-mêmes, puis là, ça nous indique qu'on a aidé quelqu'un. Autrement, comment on sait si on a aidé quelqu'un? Je veux dire, on peut peut-être le savoir cognitivement, mais comment on fait pour le savoir dans notre corps, genre, physiquement, qu'on a aidé quelqu'un? Peut-être que ça prend le boost d'émotions positives, et donc on est pris dans le centré sur soi. Parce qu'on a, donc c'est toutes des questions philosophiques comme ça, mais pour éviter ce genre de marasme philosophique-là, ce genre de jungle philosophique dans laquelle on pourrait rester pogné pendant des heures et des heures, et ça serait intéressant, croyez-moi, je suis le genre de personne qui aimerait rester pogné là-dedans et se perdre là-dedans avec vous, puis essayer de trouver des arguments et ainsi de suite. C'est pas ce qu'on veut faire dans le cours ici. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va mettre une chose au clair tout de suite. C'est que même s'il était possible pour un individu d'être motivé uniquement par le soulagement de la détresse d'autrui, ce dernier serait quand même content d'atteindre ce but. OK? Donc, pour plusieurs philosophes, ceci implique une confusion entre deux différentes formes d'hédonisme. OK? Selon la vision hédonique forte, le plaisir personnel est toujours le but ultime du comportement humain. Hédonisme, mais en passant, ça fait référence au plaisir, là. Donc, selon la vision hédonique forte, le plaisir personnel est toujours le but ultime du comportement humain. En d'autres mots, tout comportement humain, incluant les comportements prosociaux, ont toujours comme but final à quelque part d'amener un certain état positif chez la personne qui émet le comportement. Donc, on fait toujours les choses dans le but d'obtenir quelque chose de positif. Pas une récompense nécessairement à l'externe, mais au moins un bon feeling de nous-mêmes. Selon la vision hédonique faible, atteindre un objectif est toujours plaisant. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on le fait. Mais atteindre un objectif est toujours plaisant de toute façon. Donc, la mère Teresa qui aide des gens, ou le Dalai Lama, ou peu importe n'importe quelle personne qui est un modèle d'altruisme, il ou elle va se sentir bien en aidant. Okay? Et selon la vision hédonique forte, elle fait ça pour se sentir bien, en bout de compte. Du moins, au moins une raison, c'est pour se sentir bien. Mais selon la vision hédonique faible, elle ne le fait pas pour se sentir bien, mais c'est inévitable qu'elle va se sentir bien. Parce que atteindre un objectif pour les êtres humains, c'est plaisant. Peut-être que ton objectif, tu ne le fais pas parce que tu recherches à avoir ce kick de plaisant-là, mais c'est nécessaire. Atteindre un objectif, c'est toujours plaisant. Donc, dans cette vision-là, il va toujours y avoir un aspect plaisant à aider les autres, un aspect positif à aider les autres. OK? Dans notre expérience. Il va toujours y avoir, la personne qui aide va toujours retirer quelque chose de positif d'aider les autres. OK? Donc, on ne peut pas se demander, est-ce qu'il y a vraiment des... Tu sais, mon fameux coach me disait, si la mère Teresa ne ressentait rien, ou même se sentait vraiment mal ou malade d'aider les autres, est-ce qu'elle aiderait quand même? La réponse à cette question-là est, c'est une question idiote, parce que
selon la vision hédonique faible, et selon énormément de recherches en psychologie, le simple fait d'atteindre un but comme je veux t'aider, puis finalement j'ai réussi à t'aider, c'est toujours plaisant chez l'être humain. Donc la mère Teresa peut vouloir aider les autres en l'absence totale de s'attendre à quelque chose de positif, pour des raisons purement altruistes, mais elle sait quand même que aider les autres, ça va nécessairement la faire sentir bien. OK? Donc, la vision faible, elle est compatible avec l'altruisme. Parce qu'on peut avoir comme but ultime d'aider l'autre sans que ça soit « je t'aide pour obtenir quelque chose de plaisant ». OK? Le plaisir obtenu, dans ce cas-ci, je vais juste recommencer ma phrase parce que je me suis un peu perdu. La vision faible est compatible avec l'altruisme puisqu'on peut avoir comme but ultime d'aider l'autre et que le plaisir obtenu ne soit qu'une conséquence et non un but en soi. Pour sa part, la vision forte est incompatible avec l'altruisme parce qu'elle est fondée sur son contraire. Okay? Dans la vision forte, je t'aide pour obtenir un feeling positif, disons. Donc, c'est pas altruiste, ça. C'est basé sur moi. Mais dans la vision faible, je t'aide vraiment juste pour t'aider. Oh, en t'aidant, j'obtiens du positif. Est-ce que je suis content d'avoir obtenu ça? Ouais, je suis content de me sentir bien. Est-ce que je l'ai fait pour me sentir bien? Non. Non, c'est juste une conséquence. OK? Ça, c'est compatible avec l'altruisme. Donc, peut-être que ce qu'on veut dire par l'altruisme, c'est plutôt une vision hédonique faible. C'est que les gens aident les autres. Ces comportements-là sont renforcés par le fait qu'il y a toujours un feeling plaisant d'aider les autres, mais à la base, la motivation n'est pas pour obtenir ce feeling-là. Okay? Il pourrait le devenir toutefois. Ça se pourrait que quelqu'un commence pour des raisons hédoniques faibles et graduellement remarque qu'à chaque fois qu'il aide, il se sent bien, puis là, vienne à s'attendre à ça ou veut se sentir encore mieux, puis là, ça devient de l'hédonique fort, par exemple. T'sais, ça pourrait, ou quelqu'un pourrait passer d'hédonique fort à hédonique faible dans un certain nombre de temps. Donc, c'est certaines considérations à tenir en tête lorsqu'on parle d'altruisme versus d'hédonisme. Okay? Je vais maintenant vous parler de l'hypothèse de l'altruisme empathique. Ici, c'est partir d'un point de vue différent, puis de dire, OK, très souvent dans la vie, la source motivationnelle de l'altruisme, la raison pourquoi on fait des comportements qui aident les autres et qui ne semblent pas, du moins en surface, nous aider nous-mêmes, c'est l'empathie. C'est cette réponse émotionnelle congruente avec le bien-être perçu de l'autre. Okay? C'est cette capacité qu'on a d'être empathique à la détresse de l'autre et à son bien-être. C'est l'empathie qui est la source motivationnelle de l'altruisme. Ça, c'est l'hypothèse de l'altruisme empathique, qui veut dire pas d'empathie, pas d'altruisme. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas capable de se mettre dans les chaussures de l'autre. Ça se dit en français, ça, ou c'est pas mal juste en anglais? In someone else's shoes. Qui ne peut pas se mettre dans les pantalons de l'autre, dans les vêtements de l'autre. À la place. Quelqu'un qui ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un d'autre, selon cette hypothèse-là, ne va pas vraiment pouvoir démontrer des comportements prosociaux. Okay? Selon cette hypothèse-là. Si une personne est dans le besoin, nous ressentons des sentiments empathiques. On ressent de la sympathie, de la compassion, de la tendresse. Okay? Et cette réponse requiert deux éléments dans le fond. Okay? Pour avoir cette réponse empathique-là, de sympathie, de compassion, de tendresse, etc., okay? Il faut deux éléments. Il faut que lorsque vous voyez la personne en détresse, vous perceviez qu'elle est dans le besoin, parce que vous pourriez très bien regarder une personne en détresse et pas vraiment comprendre qu'elle est dans le besoin. Okay? Donc, vous devez percevoir qu'elle est dans le besoin, A. Et B, il faut que vous valorisiez son bien-être. Si vous avez ces deux choses-là, l'hypothèse de l'altruisme empathique dit que vous allez vous mettre à ressentir des sentiments empathiques. Si vous valorisez le bien-être de l'autre, mais vous n'êtes pas capable de percevoir qu'elle est dans le besoin, vous n'allez pas avoir cette réponse empathique. Si vous percevez que quelqu'un est dans le besoin, mais vous vous fichez pas mal de son bien-être, vous n'allez pas avoir cette réponse empathique.
Pour avoir la réponse empathique, qui nous permet de faire des comportements altruisme avec le proviso que est-ce que l'altruisme existe vraiment? C'est peut-être probablement plus de l'hédonisme faible. Ça prend deux choses, la perception que l'autre est dans le besoin et la valorisation de son bien-être. Okay? Et l'hypothèse de l'altruisme empathique, pour aller plus loin, elle va plus loin, elle dit que ces sentiments-là empathiques motivent des comportements dans le but ultime de soulager la détresse de l'autre que nous valorisons. Okay? Donc, selon l'hypothèse de l'altruisme empathique, on aide parfois les autres parce que on veut soulager leur détresse. Mais pourquoi? Parce qu'on les valorise. Donc, il faut que l'autre soit valorisé. Et de nombreuses recherches supportent l'idée que ressentir de l'empathie pour autrui augmente les comportements d'aide en l'absence d'une motivation ultime d'un gain personnel. Okay? Ça veut dire que plus vous êtes capable d'être empathique envers autrui, de vous mettre à la place de l'autre, plus vous semblez être capable d'avoir des comportements d'aide sans ressentir que vous le faites pour un gain personnel clair et que ça soit évident, comme pour avoir de l'argent ou pour avoir du crédit de réciprocité, ou etc. Okay? Toujours en gardant en tête qu'il y a probablement tout le temps une certaine composante qu'on obtient de positif d'aider les autres, même si on le fait de raison purement altruiste, voire le fameux hédonisme faible. Okay? On obtient au moins quelque chose, c'est juste qu'on ne le fait pas pour ça, c'est une conséquence. Donc ces recherches-là suggèrent l'importance de travailler sur notre habileté, de travailler sur notre capacité empathique. Ça veut dire lorsqu'on voit quelqu'un en détresse, d'essayer de prendre le temps de se mettre à la place de la personne. Et ça peut être très difficile des fois s'il y a toutes sortes d'indices à propos de la personne qui suggèrent qu'elle est quelqu'un de différent de nous. Par exemple, des indices d'une différente origine ethnique, des indices d'une différente classe sociale, des indices d'un différent âge. Tout ça sont des indices qui peuvent faire en sorte qu'on dit « Ah, elle n'est pas comme moi, cette personne-là. » Mais ce qui est important, c'est d'essayer vraiment de voir l'humanité commune aux deux. Tout le monde a une humanité commune. Et de dire « Non, non, si c'était moi dans sa position, oui, je sais que c'est une personne plus jeune que moi, c'est une personne, je sais pas, qui parle un langage différent que le mien, qui a une origine ethnique différente. Mais si c'était moi dans sa situation. » Et quand on fait ça, on a tendance à faire des comportements plus altruistes. Du moins des comportements qui ont moins une motivation de gain personnel. Okay? De plus, une manipulation de l'empathie, ça veut dire un processus par lequel on amène les gens à être plus ou moins empathiques, okay? Mais dans ce cas-ci, plus empathique, peut améliorer les attitudes face à des groupes stigmatisés comme les gens d'une autre culture, les personnes qui ont le VIH-Sida, les sans-abri, les meurtriers, etc. Donc, il y a façon de prendre des gens et les rendre et améliorer leurs attitudes par rapport à des gens qui sont stigmatisés dans la société en les forçant, c'est avec leur consentement évidemment, là, mais en les amenant à se mettre à la place de l'autre. Donc c'est très important de se mettre à la place de l'autre pour avoir plus d'altruisme. Et c'est cette hypothèse de l'altruisme empathique, que vraiment si on veut se rapprocher le plus proche possible de l'altruisme, OK, la solution pour ça, c'est de passer par l'empathie. Okay? De plus, une induction d'empathie où on amène les gens à être empathiques envers quelqu'un d'autre causerait même une augmentation dans la coopération, même dans des contextes compétitifs. Okay? Donc, même dans des contextes compétitifs qui peuvent être parfois rudes, tough, où on laisse tomber les autres parce que pour arriver en premier, même dans des contextes comme ça, qu'on pourrait voir par exemple dans certains milieux de travail ou des trucs comme ça, plutôt toxiques en fait, de genre de compétition toxique. Il n'y a pas de problème avec la compétition en passant, c'est merveilleux, c'est ce qui amène les gens à se dépasser, mais la compétition peut devenir toxique à un moment. Et il y a des études qui suggèrent que des inductions d'empathie peuvent augmenter la coopération dans des contextes comme ça, là, qui sont plutôt compétitifs. Donc l'empathie, c'est super. Et définitivement, si on veut se rapprocher de l'altruisme, c'est en passant par l'empathie. Mais, comme tout dans la vie, trop d'une bonne chose peut être mauvais. Et l'empathie
n'est pas exception à cette règle. L'empathie peut avoir un prix élevé dans certaines situations. Il y a certaines situations où être empathique, et spécifiquement être très empathique, devient problématique. Par exemple, on sait très bien que ça mène chaque année plusieurs intervenants, des psychologues, des travailleurs sociaux, des infirmiers, des infirmières, des médecins, des criminologues, des policiers, des gens, des premiers soins, là, des gens, ambulanciers, ambulancières. Ça peut les amener au burn-out ou aux blessures morales, comme on appelle, là, parce qu'ils voient trop de cas où les gens sont en détresse. Et ils sont constamment en sentiment d'empathie et il vient un moment où c'est trop lourd. Okay? Et ça cause des blessures morales, des burn-out et ainsi de suite. Okay? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que très souvent dans la vie, oui, on veut avoir beaucoup d'empathie pour les autres, mais dans certains domaines, ça peut être sain, mentalement, d'éviter l'empathie afin de ne pas déclencher notre motivation altruisme parce qu'elle peut nous brûler au bout d'un moment. OK? Et il y a certaines recherches présentement qui explorent qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que c'est l'empathie ou est-ce que je ressens des émotions par rapport à la détresse de quelqu'un d'autre et puis je veux l'aider et tout ça? Ou est-ce que c'est plutôt la compassion? Ou est-ce que là, je valorise la personne, je reconnais qu'elle est en détresse, mais je ne ressens pas d'émotion. Je veux l'aider par compassion, mais je ne ressens pas de la douleur pour elle, par exemple. Peut-être que ça serait mieux pour les infirmières, les médecins, les infirmiers, les intervenants de premiers soins et ainsi de suite. Donc, il y a toute cette question-là qu'on est en train d'essayer de comprendre, entre autres pour essayer de prévenir et de gérer ces problèmes-là chez ces intervenants-là de burn-out, de blessures morales. Est-ce qu'il y a façon d'entraîner ces gens-là à ressentir de la compassion, mais moins d'empathie? Dans le sens où ils valorisent les autres, ils savent qu'ils doivent aider, ils aident, mais ils sont comme un peu protégés par ce burn-out-là, si on veut, de ressentir la douleur de l'autre et d'être constamment en état d'empathie. Okay? Donc, c'est ce qui termine notre présentation sur les comportements prosociaux. Je vous vois lors de la prochaine présentation. Ciao!